Tournons-nous tout de suite vers vous, vers la Pologne, puisque vous étiez en quelque sorte interpellé quand le président de la République hier dit on va réfléchir à une extension de la dissuasion nucléaire avec la Pologne, qui est sans doute le meilleur exemple. Comment est-ce que vous réagissez ? Pour vous répondre de façon très claire et très simple à votre question, la Pologne est tout à fait prête d'accueillir toutes les forces qui vont défendre le territoire, pas uniquement de la Pologne, mais le territoire de notre alliance d'OTAN et de la communauté européenne. Donc, on est le membre discipliné de l'OTAN, donc au moment qu'on aura une décision favorable à l'installation de forces nucléaires en Pologne, bien sûr, la Pologne accueillera tous ces moyens. Si demain, après-demain, des rafales français munis d'armes nucléaires volaient ou se trouvaient sur le sol polonais, est-ce que vous sentiriez plus rassuré ? Je pense que nous avons déjà une assurance importante parce que la Pologne se trouve sous le parapluie nucléaire américain de l'OTAN, mais bien évidemment, on peut être toujours mieux assuré d'avoir deux parapluies. Et ce qu'il faut dire aussi que le parapluie nucléaire, c'est le moins cher et le plus efficace outil pour avoir la paix. Et c'est pourquoi, quand il pleut, c'est toujours mieux d'avoir un parapluie ouvert. Donc, on partage cette idée que absolument les alliés de l'OTAN doivent avoir un parapluie ouvert, surtout pendant le temps qui n'est pas très stable et qui est complètement disturbé par la Russie. Vos réactions sur ce plateau, sur le fait que la Pologne, on vit des moments tout à fait historiques, parce que la dimension européenne, la dissuasion, qui s'étend à ce point-là, mais de manière pratique. On ne parle pas simplement d'une ambiguïté, on parle d'une possibilité, disons, physique. Moi, je pense que, en fait, ce qui est intéressant dans le moment que nous vivons, c'est l'ouverture d'un dialogue stratégique de haut niveau qui était nécessaire. Parce que finalement, au sein de l'Alliance Atlantique, il y a 3 puissances nucléaires qui comprennent la grammaire nucléaire dans le détail, parce que ce sont des praticiens depuis longtemps. Et il était important que nous partagions ce savoir-faire et cette réflexion stratégique, notre doctrine, de façon beaucoup plus intime avec nos alliés européens. Et le dialogue qui s'est instauré aujourd'hui, à l'instigation, à l'initiative du président Macron, est tout à fait salutaire pour que, collectivement, les alliés européens aient une claire compréhension et conscience de ce que suppose de mettre en œuvre une dissuasion nucléaire. Mais tout est explosif, là. Dites-nous, Sergueï Girnov, à quel point, pour les Russes, la Pologne, il y a un tel passif entre les Russes et les Polonais. L'idée qu'il puisse y avoir des armes nucléaires françaises sur le territoire polonais, pour eux, ça les fera voir rouge. Ça les fait déjà voir rouge. Vous savez, il y a beaucoup de passifs. La Pologne a aussi un passif avec l'Allemagne. Pourtant, la Pologne, aujourd'hui, dit les forces armées allemandes peuvent être sur le territoire polonais pour participer à la défense polonaise. Et je vous rappelle quand même que cette décision, ce n'est pas une décision qui est présentée par le Kremlin comme une décision agressive, mais c'est une réponse, parce que l'agression a été du côté de Poutine quand il a mis en face de la Pologne, en Biélorussie, les armes nucléaires, en violation d'ailleurs de traités de non-prolifération. Donc en fait, c'est une réponse très bonne. Et d'ailleurs, on a parlé avec le général tout à l'heure dans les coulisses. Si la réponse des Russes est aussi violente, parce que en fait, la France touche là où il faut. Est-ce que vous vous sentez, monsieur l'ambassadeur, davantage menacé ? Sergueï Girnov le rappelle, il y a des armes nucléaires qui se sont rapprochées de vous, qui ont été disposées en Biélorussie, vraiment à vos portes. On est bien conscient que le missile russe se trouve en Biélorussie. Bien évidemment, chaque danger nucléaire qui s'approche à la frontière de la Pologne, mais qui s'approche aussi à la frontière de l'OTAN, crée un danger substantiel. Donc, c'est une des raisons pour laquelle la Pologne est tout à fait prête d'accueillir l'arme nucléaire de nos alliés, y compris nos chers alliés français. On est dans une situation où la Russie a poussé finalement des pays qui n'avaient pas l'arme nucléaire à la réclamer. Parce que la Pologne s'est prononcée en la faveur d'accueillir une arme nucléaire américaine ou européenne. Donc Emmanuel Macron répond à un besoin finalement, à un besoin de protection, à un besoin de sécurité. Et puis ce n'est pas uniquement
pour des raisons de sécurité, mais aussi pour chatouiller un petit peu les nerfs de Vladimir Poutine, qui a instauré l'espèce de terrorisation des populations sur l'ensemble du territoire européen, à nous menacer de manière régulière, à évidemment rentrer sur le sol ukrainien. Et donc aujourd'hui, c'est la réponse du berger à la bergère. Je veux dire, il est évident que nous devons prendre en charge et être sérieux quant à la défense du territoire européen. La perspective de voir l'arme nucléaire française protéger les intérêts de la Pologne est évidemment très intéressante, mais il y a un flou autour de qu'est-ce que ça voudrait dire. Ça voudrait dire que l'arme nucléaire française reste complètement française et décide de se porter au secours de la Pologne, ou alors qu'il y aurait un degré de fédéralisation de la politique nucléaire, comme la politique de concurrence ou la politique commerciale en Europe est fédérale. Et à ce moment-là, si ça devait se produire, évidemment, ça représenterait une révolution politique dans l'Europe, une intégration politique européenne qu'on n'imagine absolument pas aujourd'hui. C'est un point politiquement extrêmement sensible. Il faut lire ce que dit Salvini, Matteo Salvini, qui est dans la coalition au pouvoir en Italie, qui dit « Honnêtement, je ne mettrai pas l'avenir de mon fils entre les mains d'Emmanuel Macron et de ses ogives nucléaires. » Alors c'est une voix relativement marginale en Europe, mais enfin, il est quand même membre il est vice-président du Conseil des ministres. Il y a, chez une partie des Européens, une réaction même très épidermique à ça. En fait, je pense qu'on se trompe de débat, parce que la dissuasion nucléaire française participe déjà à la protection du continent européen. L'OTAN est une alliance nucléaire, effectivement, avec deux puissances, les États-Unis et les Britanniques, dont les forces nucléaires sont intégrées dans les planifications de l'OTAN. Mais la force nucléaire française contribue également à la protection de l'ensemble, avec en plus le fait que, étant sous la décision unique du président français, ça ajoute un facteur de complexité pour un potentiel adversaire. Donc cet aspect de protection, il existe déjà. Quand même avec certaines relativités, puisque tout à l'heure l'amiral Vichot disait qu'il faudrait par exemple étendre sans doute le nombre de têtes nucléaires. Rappelons les chiffres qui sont donnés là, c'est-à-dire que les Américains ou les Russes en ont des milliers. C'est pas simplement pour le charme de la chose, c'est que ça a un sens. Et l'amiral Vichot disait, là actuellement il y a 290 ogives françaises, et c'est la stricte suffisance. Certes, alors après, le fait d'augmenter le nombre de têtes ou de déployer des avions ou des armes dans d'autres pays, ça contribue à la sanctuarisation de leur territoire, de façon beaucoup plus concrète. Donc quand on a des armes sur son territoire, eh bien si l'adversaire attaque le dépôt d'armes, c'est clairement qu'il cherche à atteindre les intérêts vitaux. Et il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc effectivement, les pays d'ailleurs de l'OTAN, il y a 5 pays qui disposent de dépôts d'armes nucléaires américaines sur leur sol. C'est leur façon de montrer leur solidarité de façon plus affirmée avec le dispositif de dissuasion nucléaire de l'OTAN. Voilà, donc ça correspond effectivement à une façon de sanctuariser un territoire. Il n'y a encore aucune déclaration officielle américaine laissant entendre, même Pete Hegseth, le secrétaire américain à la Défense, qui pourtant accumule les bourdes, ne s'est jamais trompé en disant que c'était le parapluie conventionnel américain qui allait se réduire au profit d'un investissement européen plus fort, mais il n'a jamais parlé du parapluie nucléaire. Donc, également pour les Américains, ça reste très important, et Salvini représente probablement quelqu'un qui a du mal à se faire à l'idée de changer un parapluie pour l'autre. Le président de la République, hier, disait pas d'efforts financiers supplémentaires, c'est pas la moindre des questions. Et tout à l'heure, l'amiral Vichot disait il faudrait par exemple que la Pologne contribue financièrement, c'est-à-dire que, alors, il n'y aurait pas de codécision sur le bouton, mais en revanche, il y aurait une contribution financière, et ça représente des milliards. Est-ce que la Pologne y serait prête ? C'est vrai que la Pologne est déjà prête parce que nous contribuons 5% de notre PIB au budget militaire. Champion d'Europe, vous êtes les champions d'Europe. La Pologne, probablement, c'est le pays, par rapport au PIB, contribue le plus parmi tous les pays européens, plus que les États-Unis actuellement. Donc, vous savez que c'est le général qui pourra nous expliquer beaucoup mieux ce domaine. Mais comme vous savez, la défense n'est pas du tout uniquement concentrée dans le domaine nucléaire. Mais vous êtes un vrai diplomate. Regardez comment l'ambassadeur Rochevski n'a pas répondu à la question. Mais il y a d'autres moyens militaires qui doivent rester en disposition de notre alliance de l'OTAN.
Ça concerne aussi bien les chars, les avions, l'infanterie, etc. L'armée, on ne peut pas réduire l'armée uniquement à la puissance nucléaire. Donc, Monsieur l'ambassadeur, plus la protection de la frontière existante. Dites un mot des réactions en France. Vous voyez à quel point en France sont des réactions épidermiques. Tant de gens, souvent très à droite ou très à gauche de l'échiquier, qui disent comment, en fait, la Pologne voudrait partager la décision française. Répondez à ça. Je pense qu'il n'y a pas de question à qui appartient le bouton. Donc, le bouton, en tout ce qui concerne la France, va appartenir toujours au président de la République. Donc, il n'y a pas de question de partager le bouton nucléaire français. Donc, pas pour l'instant, en tout cas. Pas pour l'instant, dites-vous ? Non, pas pour l'instant. Donc, je lis un tout petit peu la doctrine nucléaire française. Je sais que le bouton appartient au président. Il n'y a pas d'autres idées là-dessus. Ça veut dire que les Polonais sont prêts à être, comme aujourd'hui les Italiens, etc., à l'égard des Américains, à avoir des bombes éventuellement sur leur sol, sur lesquelles ils n'ont pas prise en réalité. Hein. Mais bien évidemment, parce que ce que je disais au début, pendant quand il pleut, il faut avoir un parapluie ouvert. Et ça, c'est le moins cher, le moins cher et le plus efficace pour avoir la paix en Europe. Vous savez, c'est un paradoxe en fait, parce que les armes nucléaires, c'est les armes qui peuvent atteindre n'importe quel pays de n'importe quelle distance. La France possède 4 sous-marins donc porteurs d'engins nucléaires qui peuvent de n'importe quel point de la planète envoyer les missiles intercontinentaux atteindre n'importe quel agresseur. Mais en même temps, physiquement, quand vous avez une partie de parapluie nucléaire qui est sur votre territoire, c'est rassurant quand même. Et c'est pour ça d'ailleurs, Salvini, qui critique en fait le président Macron, lui, il est très content d'avoir une base de l'OTAN sur son territoire. Il est très content d'avoir les bombes nucléaires sur son territoire. Donc en fait, c'est je dirais que c'est un peu un jeu politique, en fait. C'est politicien presque de sa part et non pas la vision stratégique, parce que la vision stratégique, aucun pays ne peut être contre cette décision. Mais vous reprochiez à Monsieur l'ambassadeur de ne pas vous répondre tout de suite. Je vous rappelle quand même que c'est pas lui qui décide. En fait, c'est le président polonais, c'est le Sejm polonais qui décide. Donc laissez-lui le temps de réagir à la déclaration du président de la République française qui est toute fraîche. Peut-être on peut ajouter une chose. Vous avez montré des chiffres très intéressants en tout ce qui concerne la disposition nucléaire de chacun des pays. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais j'estime que le nombre de missiles qui restent en disposition de France sont supérieurs par rapport les missiles américains bien localisés en Europe. Est-ce que pour vous, l'homme qui est au Kremlin, parce qu'une grande partie de l'équation est là-bas, elle n'est pas seulement financière ou technique, est prêt à attaquer l'Europe de l'Ouest? Est-ce que ça doit faire partie des hypothèses qui s'en prennent directement, même à un pays de l'OTAN? Moi, je pense que oui. Tout à fait. Parce qu'il a déjà donné beaucoup de preuves qu'il est capable d'attaquer les pays, d'utiliser les forces militaires, justement, pour attaquer et liquider les systèmes, surtout les systèmes politiques, le monde qui n'est pas le monde russe. Partir à ce point à l'aventure, attaquer un pays de l'OTAN, vous pensez que l'homme qu'on voit là peut être à ce point enfermé dans un système qui serait capable de ça? C'est pourquoi vous savez que ça ne concerne pas uniquement l'attaque purement militaire par les chars, par les avions ou par les missiles. Comme la France, vous avez indiqué qu'il y a plusieurs types d'attaques hybrides sur la France. On avait exactement la même histoire en Pologne. Il y avait il y a 2 jours, notre ministre des Affaires étrangères a décidé de liquider le consulat général de Russie à Cracovie, à cause on dispose de preuves que les Russes tout simplement brûlaient les centres commerciaux, et c'était un des plus grands incendies en Pologne. Donc on ne peut pas dire que rien se passe. Il y a une agression hybride, il attaque notre système, il attaque notre valeur, il souhaite changer le système politique. Il veut intervenir sur notre situation économique. Donc, l'attaque a différentes phases. Yann Rochefoucauld, restez avec nous, puisque vous allez encore, avant de partir, réagir sur la question des troupes. Écoutez Emmanuel Macron qui disait ce que seraient des troupes de réassurance françaises. Nous avons décidé de ne pas engager nos troupes
en confrontation directe avec une puissance dotée de l'arme nucléaire sur un conflit territorial. Monsieur le Président, pourquoi? Pour pas que ça escalade. Monsieur le Parce qu'on Président, ne veut pas faire la Troisième Guerre mondiale. Voilà, ne pas faire la Troisième Guerre mondiale, mais enfin des troupes présentes, est-ce que oui ou non? Regardez la carte telle que les Américains, c'est l'état du plan que Keith Kellogg, le représentant américain, pourrait vouloir présenter demain à Istanbul lors de la rencontre de pourparlers, où on voit qu'ils proposent, ils aimeraient qu'il y ait des forces françaises, anglaises, allemandes et polonaises. Donc aujourd'hui, la déclaration de notre gouvernement, de notre président est très claire. Et les troupes polonaises ne vont pas rentrer sur le territoire, sur la sol ukrainienne. Pourquoi? Parce que la Pologne joue un rôle absolument important. Nous protégeons la frontière avec la Biélorussie, on protège la frontière avec l'enclave de Kaliningrad, de Königsberg, tout ce que vous voulez. En plus, la Pologne organise le plus grand hub logistique pour aider l'Ukraine. Donc aujourd'hui, nous ne disposons pas tout simplement de forces que nous pourrions envoyer en Ukraine. Donc on va supporter tous nos alliés, on va aider dans tous les domaines, mais aujourd'hui, il n'y a question d'envoyer des troupes polonaises au sol ukrainien. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup de votre intervention et de la clarté de vos réponses. Merci beaucoup Jan Roszczewski d'avoir été notre invité.